Bonjour chers étudiants, je vous présente le cours de physiologie végétale, le 4e chapitre, la nutrition carbonée. La photosynthèse. Alors la photosynthèse est un processus par lequel la plante élabore son propre aliment. Synthétise donc la matière carbonée à partir de CO2 et de lumière. Donc dans la photosynthèse, les plantes vertes absorbent de l'eau, de la lumière, produit par le soleil, du gaz carbonique et rejette par la suite de l'oxygène. Sans la photosynthèse, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc c'est un processus très important. Alors ce processus a lieu dans les feuilles et certaines tiges. Donc dans un tissu très important, celui-là qui est le parenchyme palisadique. Alors il est composé de plusieurs cellules très collées entre elles, très riches en chloroplastes. Alors en bas aussi, nous avons, dans la partie inférieure de la feuille, nous avons le parenchyme chlorophyllien lacuneux, où il y a aussi des cellules, mais moins riches en chloroplastes. Alors, bien sûr, le siège de la photosynthèse, c'est les chloroplastes. Donc vous voyez ici, ce sont des chloroplastes. Alors ici, donc, les chloroplastes sont composés donc d'un espace qu'on appelle le stroma. Tout ça, c'est le stroma. Et cette partie-là, tout ça, c'est le grana. Alors le grana, c'est quoi? Le grana, c'est un ensemble de granums. Et chaque granum est composé de plusieurs sacs ou plusieurs thylakoïdes en fait. Donc la photosynthèse se passe dans les chloroplastes, plus exactement dans les thylakoïdes. Nous avons une autre photo ici. Alors, donc ça c'est les feuilles. Donc nous avons les feuilles. Dans le tissu qui est le parenchyme palisadique, nous avons les cellules riches en chloroplastes. Chaque chloroplaste est composé de ce qu'on appelle un grana et un stroma. Donc le stroma, c'est une matrice intérieure dans laquelle, à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle un grana. Et un grana, c'est quoi? C'est un ensemble de granums. Donc vous voyez le granum. Donc nous avons plusieurs granums qu'on appelle le grana. Et dans chaque granum, nous avons plusieurs sacs ou plusieurs thylakoïdes. Donc cette forme allongée, c'est des thylakoïdes. C'est là que se passe plus exactement une étape particulière de la photosynthèse. Alors donc en règle générale, l'équation de la photosynthèse se fait comme suit. De l'eau, l'H2O, plus du gaz carbonique, le CO2, nous donne de l'oxygène plus la matière carbonée synthétisée. Alors, l'H2O entre au niveau des racines par osmose. Donc, les racines absorbent l'eau et les sels minéraux et qui sont transportés jusqu'aux feuilles, le siège de la photosynthèse. Le CO2 entre par les stomates des feuilles. À la fin donc de la photosynthèse, nous avons de l'oxygène qui sort par les stomates des feuilles et du saccharose ou du sucre qui est synthétisé et qui va aller alimenter toutes les autres parties de la plante. Donc nous avons ici l'énergie lumineuse avec de l'eau qui va des racines jusqu'aux feuilles et qui vont subir plusieurs processus, plusieurs étapes. Nous avons à la fin la formation de l'oxygène qui va ressortir par les stomates et du sucre qui va être synthétisé et il va être relégué dans les autres parties de la plante. Voilà, donc la photosynthèse en fait, elle est répartie sur deux étapes, on va dire. Donc la première étape se fait dans les thylakoïdes, la deuxième étape se fait dans le stroma du chloroplaste. Alors donc nous avons deux phases de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, ces deux étapes, on les appelle
la phase claire et la phase sombre, ou la phase photochimique et la phase biochimique. Alors, la phase claire se fait dans les thylakoïdes, dans la membrane des thylakoïdes, d'accord? Et la deuxième étape se fait dans le stroma des chloroplastes. Alors, la première étape, cette phase s'appelle la phase claire parce que tout simplement, elle a lieu le jour, pendant la lumière. Cette étape ne se fait pas du tout pendant la nuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, le premier moteur ou le premier élément important, c'est la lumière. Donc le principe de la phase claire est de capter l'énergie lumineuse des photons et de la transmettre via des électrons libérés par la chlorophylle, chargés de cette énergie pour permettre à l'ATP synthétase de produire de l'ATP et à la NADP réductase de réduire le NADP+, en NADPH plus H+. Donc, PS2 et PS1, en fait, ce sont des photosystèmes. Alors, les photosystèmes PS2 et PS1 sont des protéines, en fait. Les protéines qui sont des centres de photorécepteurs de la membrane des thylakoïdes contenus dans les chloroplastes. Donc, quand on parle de PS1, PS2, ce système-là, c'est quoi? C'est une protéine qui va capter les électrons et va transporter les électrons. Au niveau du PS2, va s'opérer une étape majeure de la photosynthèse, c'est la photolyse de l'eau. Donc l'eau qui passe des racines vers les feuilles, cette eau-là va être lysée, c'est-à-dire elle va être cassée en deux. À chaque fois que le PS2 est photooxydé, l'eau lui fournit un électron pour compenser la perte qu'il vient de subir et permettre sa régénération. Bon, c'est un peu, peut-être ça vous paraît un peu ambigu, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc l'eau est le donneur d'électrons primaires de la photosynthèse. Alors, dans la première phase, la phase primaire, l'énergie des photons lumineux est captée par le photosystème. Donc nous avons les photons qui viennent de la lumière, qui pénètrent la feuille, qui sont captés par une protéine spéciale et qui sont transmis jusqu'aux molécules de la chlorophylle. Donc la chlorophylle, en fait, c'est elle, pourquoi elle est importante? Parce que c'est un pigment. La chlorophylle, en fait, c'est une grosse protéine donc, qui va capter les photons et donc elle va perdre un électron et elle va être oxydée. Les électrons qui sont arrachés parcourent toute une chaîne de transporteurs. Ces transporteurs-là, c'est des protéines aussi, jusqu'à un accepteur final. Bon. Au cours de ce transfert, il y a formation de l'ATP à partir de l'ATP et aussi le NADPH. Le NADP est réduit en NADPH et H+. Donc la première phase claire, nous avons la chlorophylle qui capte les photons de la lumière, d'accord? Et donc nous avons la formation de l'ATP et le NADPH et NADH+. Les molécules de chlorophylle, donc, puisqu'ils sont oxydés, donc, parce qu'ils ont perdu un électron. Pourquoi ils ont perdu un électron? Parce qu'ils ont capté les photons. Donc, ils vont lâcher un électron et ils vont chercher à le combler. Ça veut dire ils vont le combler par quoi? Ils vont le combler par la lyse de l'eau. Puisque l'eau, elle va être cassée en deux, donc elle va donner un électron à la chlorophylle pour qu'elle devienne à l'état réduit. Et elle va donner les protons, elle va libérer les protons. Donc l'eau qui va céder les électrons et les protons pour régénérer les molécules de chlorophylle. Et ce retrait de la molécule d'eau permet la formation et la libération de l'oxygène. Donc l'eau va être lysée et elle va libérer des électrons, des protons et l'oxygène. Donc l'oxygène qui résulte de la photosynthèse, en fait, il vient de l'eau qui a été cassée ou lysée. D'accord? Alors, donc comme vous voyez, l'eau va devenir en fait des protons, de l'oxygène et des électrons qui vont être transformés tout au long de cette chaîne et des protons.
Donc ça, c'est le photosystème 2. Donc c'est pas le PS1 qui commence, c'est le PS2 d'abord, qui commence par la lyse de l'eau, d'accord? Après, nous avons à la fin de la première phase claire la formation de l'ATP par de l'ADP et le NADP qui va être réduit par la NADPH réductase qui va donner un NADPH plus un H, plus un proton. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on appelle la phase sombre ou le cycle de Calvin parce que cette phase-là, elle ne nécessite pas de l'énergie lumineuse. Elle se produit donc de jour comme de nuit, c'est pareil. Elle consiste à utiliser l'énergie chimique stockée sous forme de NADPH lors de la première phase pour synthétiser à partir du gaz carbonique entré dans la feuille par des stomates des molécules de glucides. Donc cette partie, c'est quoi? Cette phase-là, c'est quoi? En fait, elle va utiliser le résultat de la première phase. Le résultat de la première phase, c'est quoi? C'est la production de l'ATP et du NADPH. Ces deux éléments-là vont être utilisés avec le CO2 pour produire des sucres. Alors, le gaz carbonique est dit fixé, capté ou emprisonné par la plante. Pourquoi? Parce qu'il va être utilisé pour construire ou pour le sucre tout simplement. Les sucres créés sont soit utilisés dans d'autres réactions biochimiques, soit stockés sous forme d'amidon. Et là donc on parle du cycle de Calvin. On commence par le CO2 avec un sucre qu'on appelle le RuBP. Ils vont nous donner un sucre à 6 molécules de carbone, à 6 atomes de carbone, à 3 atomes de carbone, c'est le 3PG. Le 3PG, donc il va utiliser l'ATP et le NADPH+. Cet ATP-là et ce NADPH, ces deux éléments sont les résultats de la phase claire qui vont être utilisés dans cette phase sombre pour arriver à la fin à un sucre. Une autre photo du cycle de Calvin. Donc, on va utiliser le CO2. Donc, il y a une enzyme très importante qu'on appelle la Rubisco. Cette enzyme, c'est l'enzyme la plus importante sur Terre parce sans elle, il n'y a pas de formation de sucre lors de la photosynthèse. Donc, 50% des protéines qui se trouvent dans la plante, en fait, c'est des Rubisco. Donc, le CO2 plus ce composé-là qu'on appelle le RuBP, on appelle cette phase la phase de la fixation du CO2. Donc le CO2 plus le RuBP, il va donner un composé qu'on appelle le 3PG, c'est le 3-phosphoglycérate. Donc ce 3-phosphoglycérate va utiliser de l'ATP et du NADPH pour nous donner ce qu'on appelle le glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors, nous aurons 6 molécules de ce composé-là, dont une molécule va continuer vers la troisième étape. Voilà, une molécule va continuer vers les autres étapes qui sont le stockage sous forme d'amidon ou la formation d'acides aminés, protéines et compagnie. Et les 5 autres composants, 5 autres molécules par exemple, vont continuer le cycle de Calvin. Donc nous aurons ce G3P, ce glycéraldéhyde 3-phosphate, donc avec de l'ATP encore, va se transformer en RuBP. Voilà, nous aurons 5 molécules de RuBP. Avec ce RuBP, il va encore être combiné avec le CO2 pour donner le 3-phosphoglycérate et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, c'est un cycle refermé sur lui-même qui se répète dans l'infini.
un autre cycle, tout ça pour vous expliquer. Alors, le cycle de Calvin donc, commence avec le CO2 plus le RuBP. Au départ, on ne parle pas de l'origine du RuBP, mais à la fin, vous allez comprendre c'est quoi le RuBP et d'où est-ce qu'il vient. Donc, nous avons le CO2 plus ce sucre-là, une combinaison qui va donner le PGA. En utilisant l'ATP et le NADPH, nous aurons 6 molécules de PGA. Ce PGA-là, il va diviser, donc une molécule va former les sucres, c'est-à-dire être stocké sous forme d'amidon ou des acides aminés. Et 5 molécules vont composer, 5 molécules de PGA vont être encore réduites par vont utiliser de l'ATP en fait pour nous donner le ribulose 5BP. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez toujours mon mail et vous pouvez m'envoyer vos questions. Alors, donc la troisième, plutôt la phase sombre qui est le cycle de Calvin, donc il est résumé ainsi. Donc le carbone entre dans cette phase sous forme de CO2 et il ressort sous forme d'un glucide à 3 atomes. C'est le 3-phosphoglycéraldéhyde ou C3P, triose phosphate. Pour fabriquer une molécule de ce triose phosphate, le cycle doit fixer 3 molécules de CO2. Donc le principe du cycle de Calvin, c'est quoi? Donc c'est premièrement la fixation du CO2. Donc sur un glucide à 5 atomes de carbone, donc c'est le ribulose, un 5-biphosphate. C'est la formation d'un composé intermédiaire à 6 carbones. Donc ce composé intermédiaire se scinde en 2 molécules à 3 atomes parce qu'il est instable. C'est le APG. Chaque molécule de phosphoglycérate reçoit un groupement phosphate supplémentaire. Ce groupement phosphate, il vient d'où? Il vient de l'ATP. Cette réaction donc permet la formation du C3P, c'est le triose phosphate. Donc ce triose phosphate donc il permet de régénérer rubylose 1,5-biphosphate. Alors ça veut dire quoi? Régénérer, ça veut dire c'est ce sucre-là qui va fixer le CO2, c'est-à-dire il va être combiné avec le CO2 pour donner ce composé-là, rubylose 5-biphosphate. Et le reste, donc une autre partie de la synthèse des molécules, permet la formation de lipides, protéines, acides aminés ou de l'amidon. Voilà. Maintenant, on passe aux différents types de fixation du carbone. Ce qu'on vient de voir, la photosynthèse, c'est une photosynthèse des plantes en C3. Ça veut dire qu'à la fin, il y a formation d'un sucre à 3 carbones, ce qui se fait le plus normalement du monde. Alors qu'il y a des plantes, en fait, qu'on appelle le mécanisme des plantes en C4. Ce sont des plantes dont le sucre final formé, c'est un sucre qui est composé de 4 carbones. Pourquoi? Parce que tout simplement, les plantes qui ont ce mécanisme, donc la phase photochimique et non chimique, ils sont dissociés dans l'espace, c'est-à-dire ne se font pas dans le même lieu. Donc les plantes qui captent le CO2 atmosphérique, non directement par la rubisco, mais par l'action du phosphoénol pyruvate carboxylase qui produit un composé à 4 atomes de carbone. Donc là, ce n'est pas la rubisco qui entre en jeu, qui fixe le CO2, mais c'est une autre enzyme. Alors, le mécanisme des plantes CAM, en fait, ces mécanismes-là, il est complètement différent des autres. Il n'est pas séparé dans l'espace, mais dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il fasse tout ça le jour, il le fait la nuit. Donc, durant la nuit, lorsque les stomates sont ouverts, un stock de malate est produit, puis stocké dans la vacuole des cellules photosynthétiques. Donc, la formation des sucres, elle ne se fait pas le jour, mais plutôt la nuit. Donc, au cours de la journée, ces malates sont retransformés en dioxyde de carbone et le cycle de Calvin peut s'effectuer, le CO2 restant disponible pour la photosynthèse malgré la fermeture des stomates. Donc ces plantes-là, elles ouvrent les stomates la nuit mais pas le jour. Et le CO2 qui en ont besoin, il est stocké dans les feuilles.